Et bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci de nous retrouver pour ce nouvel opus de Quelle Comédie, l'émission qui chaque lundi en direct à 19h depuis la Comédie Française Place Colette le plus souvent jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de cette belle et foisonnante maison. Alors ce soir, nous allons rendre hommage à un artiste incontournable, essentiel pour ceux qui l'ont connu comme pour ceux qui n'ont pas eu cette chance. Dans son œuvre théâtrale, opératique, cinématographique et pédagogique, puissante, singulière, c'est un homme amoureux fou des mots OTS et AUX, mais aussi des corps, qu'ils soient nombreux ou esselés, qu'ils se repoussent ou qu'ils s'attirent. Disparu il y a 10 ans, le 7 octobre dernier, il est devenu un absent irrésistiblement vivant. Il s'agit de Patrice Chéreau, Marina Hans, bonsoir. Bonsoir. Didier Sandre, bonsoir. Bonsoir. Clément Bresson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce jeudi, le 2 novembre, à 20h30, sur les sites de la Comédie Française. On va diffuser l'hommage qu'avec Éric Ruff, Dominique Blanc et Clément Hervieux-Léger, vous lui avez rendu, c'était le 2 octobre dernier, au Théâtre du Vieux Colombier. Et sont également prévues 2 diffusions exceptionnelles de pièces mises en scène par Patrice Chéreau. La suivante, dans laquelle Didier, vous jouiez Lélio, ce sera le 16 novembre à 20h30. Et Phèdre, dans laquelle Marina, vous jouiez Aricie. Ce sera le 4 janvier à 20h30. Alors, ici, nous sommes à 2 pas du Louvre. Patrice Chéreau, fils d'un peintre et d'une dessinatrice, s'y sentait chez lui. Il disait aussi que nous étions tous la somme de tous les gens que nous avions rencontrés ou pas rencontrés, qui font aussi sans doute ce que nous sommes. C'est difficile de construire une soirée d'hommage, j'imagine, avec toutes ces individualités. Chacun a son parcours. J'imagine que chacun a son Patrice Chéreau, qu'il soit donc un Patrice qu'on a partagé, côtoyé ou pas, pour Clément, qui est ici le témoin que l'absence n'est pas le silence. Peut-être. Comment est-ce que vous avez, organisé, finalement, pensé cette soirée qui s'est donnée au Théâtre du Vieux Colombier, qu'on va découvrir donc cette semaine? C'est une idée de Didier, je crois. Oui. Oui. C'est-à-dire, ça s'est fait un peu par hasard, parce que, je sais pas, Patrice, j'ai l'impression de vivre avec lui tous les jours, depuis que j'ai rencontré, et le fait qu'il soit mort depuis 10 ans m'avait complètement échappé, parce qu'il est là, dans mon travail. Beaucoup plus qu'on peut le dire, en fait. C'est une empreinte très forte. C'est une main sur l'épaule, c'est un compagnonnage, c'est un point de repère. Et je suis rentré dans le bureau de Claude Martin, lui disant, mais vous savez, Claude, que ça va faire 10 ans en automne, le 7 octobre, que Patrice Chéreau est mort. Ce serait quand même bête, en novembre, de se rendre compte qu'à la Comédie Française, on n'a rien fait. Alors que, quand même, il y a un certain nombre de gens qui ont partagé des choses fortes avec lui. Et il me dit, oh, mais quelle bonne idée, etc. Je dois voir Éric, tout de suite, dans 5 minutes, je lui en parle tout de suite. Et Éric m'a convoqué et il m'a dit mais oui, bien sûr, il faut absolument s'organiser. Donc il y a eu une première réunion et puis voilà. L'affaire était lancée. Oui, Marina, vous justement, Éric, vous l'avez rencontré sur ce Phèdre. Il y a Dominique Blanc aussi qui était sur ce Phèdre. En tout cas, vous y étiez tous les 3. C'était peut-être pas la première fois. On y était tous les 3. On avait déjà, avec Dominique et Éric, parce que tu la connais bien, donc j'en parle, on s'était rencontrés sur un téléfilm de Nina Companès. Bon, c'est aussi quelqu'un qui nous a réunis, en tout cas. Voilà. Petite parenthèse. Mais effectivement, Éric, Dominique, Patrice, c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré Clément Hervieux-Léger, quand il est venu voir le spectacle, qu'après j'ai rencontré un peu plus par la suite. Ce qui est fou, c'est que moi, je ne me rends pas compte du temps qui passe, mais il passe. Et j'ai fait beaucoup de rencontres, dont je suis souvent très heureuse. Je
Je dis souvent que j'ai beaucoup de chance, mais avec le temps, certaines empreintes perdurent de façon, comme tu dis Didier, c'est au présent, c'est tout le temps, et c'est à partir de là en fait, même si j'ai vécu quelque chose de très fort, qu'on s'aperçoit peut-être de choses qu'on n'avait pas la possibilité de recevoir sur le moment. Moi, j'étais très jeune quand je l'ai rencontré, mais que c'est comme des graines semées comme ça en nous. Et quand d'abord Didier a été engagé à la Comédie Française. Après, moi j'en étais partie. Après, il y a eu Dominique. Et Eric est passé administrateur aussi avant ça. Et là, c'était très étrange de me dire quand même, il y a une toute petite famille dans la famille. Une constellation. Oui. Et aussi, voilà, par l'intermédiaire de Patrice. Et je suis très sensible à ces choses-là maintenant que le temps passe, justement. Et je suis ravie d'en parler je m'aperçois qu'il y a des jeunes gens qui ne connaissent pas Patrice Chéreau, qui le connaissent de nom, heureusement maintenant il y a beaucoup plus de captations de spectacles, puis des captations de qualité et tout ça, mais c'est vrai que ça m'attriste toujours un petit peu quand on perd comme ça un peu le souvenir et qu'il n'y a pas de traces, pas suffisamment de traces pour transmettre à la jeune génération. Donc, oui, puis il a pas écrit, il a jamais théorisé sur son travail, comme Antoine Vitesse a pu le faire, par exemple. Même si on ne connaît pas les spectacles d'Antoine Vitesse, à part quelques-uns qui ont été filmés, comme le Soulier de satin, mais il a beaucoup écrit, il a beaucoup théorisé, commenté, analysé, discouru sur son propre travail et sur le théâtre en général. Ouais. Alors que Patrice, pas du tout, c'était un homme de plateau, c'était un homme de terrain, comme on dit, et ses théories sur le théâtre, sur le jeu de l'acteur, sur l'esthétique théâtrale, c'était ses spectacles. Clément, on vous a pas encore entendu. Marina disait, je suis étonnée, attristée de sentir que des jeunes ne connaissent pas Patrice Chéreau. Vous, je le disais un petit peu, vous ne l'avez pas rencontré. Pourtant, dans cette soirée d'hommage, vous êtes celui qui témoigne que, en tout cas, évidemment, dans cette maison, dans le monde du théâtre, là, pour le coup, il n'est pas oublié. Et quand on est arrivé après, on se rend compte qu'on a loupé quelque chose de puissant. C'est un peu ça, votre sentiment? Oui, je suis pas vraiment arrivé après, parce qu'on aurait pu se croiser, mais effectivement, ouais, c'était... je témoigne du fait qu'il y a beaucoup de gens qui auraient rêvé de travailler avec lui. Parce entre ce qu'on a pu voir dans ses films, dans ses pièces, quand on a pu les voir, et puis effectivement, je savais pas qu'il y allait y avoir bientôt la fosse suivante qui allait être diffusée, donc je suis vraiment ravi parce que je l'ai cherché beaucoup. Et voilà, j'ai pu voir son Hamlet en vidéo que j'avais pas pu voir, d'autres pièces que j'ai pu voir en vidéo et qui m'ont beaucoup marqué. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'images, alors que 95% des spectacles que j'ai vus, très vite, il y a des choses qui s'effacent, et je suis toujours surpris de me dire, mais le nombre de choses dont je me souviens, c'est tellement rare, en fait, de se souvenir de beaucoup de choses d'un spectacle. En général, on a une phrase à un moment. Et c'est vrai que dans les siens, souvent, je me dis, ça fait pas mal de choses. J'ai l'impression que je peux en parler, que je peux presque les reconstruire. Voilà. Donc, effectivement, il m'a marqué autrement. Oui, il vous a marqué comme spectateur. Comme spectateur, oui. Ouais. Et ce qui vous aurait donné envie d'être dirigé par lui, c'est la manière dont il sculptait le corps, l'espace, le texte. Qu'est-ce qu'il fait qu'en voyant le spectacle? Oui. J'étais pas encore sur la mise en scène, tout ça, c'est des choses que je voyais pas. Ce qui m'a donné envie, c'était plus l'intensité. Oui, c'est vrai. C'est la première chose. Moi aussi, je me rappelle quand j'ai vu Dans la solitude des champs de coton, qui est le premier spectacle que j'ai vu. C'est vraiment une... Dans quelle version? Dans quelle version? Avec Chéreau qui jouait? Avec lui, oui, il jouait, parce que c'était aussi un acteur incroyable. Enfin, moi, je me souviens que j'étais tombée complètement amoureuse de lui dans ce spectacle, avec Pascal Grégory. Et c'est vrai que c'était
d'une intensité, d'une électricité. Enfin, moi, j'ai un souvenir comme si c'était... Puis, t'es vorace. Oui. Et en même temps, très clair. On comprend, chez Patrice, on comprend très bien ce qui se passe. Je dis ça parce que c'est pas si simple d'obtenir ça au théâtre. C'est-à-dire à la fois cette intensité, mais c'est une sorte d'émotion canalisée comme ça... par son intelligence et puis son art. L'intelligence de savoir la rendre aussi. Exactement. Mais par exemple, le fait d'avoir été acteur avec lui à plusieurs reprises, n'a jamais modifié mon admiration et ma surprise à chaque spectacle que je voyais de lui, que ce soit au théâtre ou à l'opéra. Je veux dire, parce que à chaque fois, il n'était jamais là où on l'attendait, là où on l'avait quitté sur un spectacle. Je veux dire, ça faisait partie de son travail, de toujours remettre en question, de toujours aller là où on ne sait pas, là où on a encore à découvrir, à apprendre, à ne pas refaire ce qu'on a déjà fait, ne pas utiliser ce qu'on sait déjà, etc. Cette espèce d'exigence, c'est aussi cela qui soutient beaucoup mon travail d'acteur. Enfin, j'essaie le plus possible. C'est quelque chose de moral, c'est quelque chose d'éthique. Qu'il avait dans tous ses rapports au théâtre, le rapport au spectacle, le rapport aux acteurs, mais aussi au rapport au ministère de la Culture, par rapport aux tutelles, par rapport au fait qu'il a essentiellement travaillé dans des théâtres subventionnés par l'État, par exemple les deniers de l'État. Il se sentait extrêmement responsable de cette charge-là, du fait que son théâtre, sa possibilité de faire du théâtre, de faire son théâtre, était financé par l'impôt des citoyens. Oui. Et quand il a quitté Nanterre, où il y avait un déficit assez important, il a lancé ces représentations d'Hamlet comme une opération commerciale à la Grande Halle de la Villette, avec France Inter, les médias, etc., pour quitter Nanterre avec des comptes à zéro. Il avait remboursé Sartrouville pendant 20 ans de ses deniers. Voilà, donc en effet, ça dit quelque chose. Et ça, pour moi, c'est cette éthique, ces valeurs morales et de responsabilité qu'il a vis-à-vis du citoyen, pas seulement vis-à-vis des artistes, pour moi, c'est quelque chose que j'admire parce que je crois sans complaisance, on peut aussi dire qu'il y a certaines choses de cette nature qui peuvent se déliter actuellement et moi j'y tiens fort. Et il avait aussi ce contrat moral fort avec lui-même, d'être fidèle à lui-même. Oui. Ça, on sent que c'était aussi une ligne de force dans le travail. Marina, vous parlez de l'acteur. Quand on l'entend, lui aussi parler de son parcours d'acteur, on sent qu'il y a eu une révélation quand il a joué Richard II. C'est ça. Et que ensuite, il y a eu en effet Coltès avec une autre révélation. Mais c'était pas un acteur qui s'aimait en tant qu'acteur pendant longtemps. Est-ce que les acteurs s'aiment? Moi, je l'ai vu dans Richard II et il était assez mauvais, faut dire. Et puis dans les films de Youssef Chahine, par exemple, où il joue Bonaparte, il roule des yeux, il est extrêmement expressionniste et il se trouvait assez mauvais. Mais ce qui était drôle, c'est que il jouait à l'envers de ce qu'il nous demandait. Et il nous soupçonnait toujours d'être d'abord aussi mauvais que lui pouvait l'être et que comme il pouvait s'apprécier, c'était assez drôle, quoi, parce que c'était très touchant aussi en même temps, cette espèce d'incapacité à être l'acteur qu'il voulait être, et c'est pour ça qu'il projetait tellement sur les acteurs qu'il avait en face de lui, notamment Gérard de Sarthe, par exemple, a quand même été l'incarnation du théâtre, de l'acteur de théâtre, du théâtre qu'il voulait quand même pendant. Et il incarnait ça beaucoup. Oui. Donc il y a l'acteur et puis évidemment le metteur en scène. Ici, vous disiez, oui, cette rencontre, vous étiez jeune, Marina, il disait, lui, beaucoup, qu'il essayait vraiment
de pousser l'acteur dans ses retranchements, d'essayer peut-être je sais pas, d'y découvrir à un moment la chose qui va le surprendre, à la fois lui, le metteur en scène, et surprendre peut-être aussi l'acteur qui cherche. Comment est-ce que vous pourriez décrire, on va en voir d'ailleurs hein, dans l'hommage un extrait, mais décrire ce travail dont on parle beaucoup comme aussi d'un corps à corps. Encore une fois, et je pense que c'était un peu mon objectif justement quand on a fait cet hommage au Vieux Colombier, c'était de rendre accessible le travail de Patrice, c'est-à-dire moi tel que je l'avais vécu à l'époque. Donc je n'avais quasiment rien lu sur sa manière de travailler avec les acteurs. J'avais vu bien sûr beaucoup de choses, mais je le connaissais pas du tout. Et je m'attendais à rien de spécial, à part oui effectivement une exigence. Bon ça d'accord. Pour moi c'est la base. Enfin j'étais très ouverte et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on était toujours dans le sens de la quête, de l'exploration de l'œuvre, et qu'on démarrait vraiment de zéro. C'est-à-dire, ce qui m'a frappée, je sais pas quel âge j'avais, la vingtaine, quoi, c'était de voir rentrer cet homme, voilà, qui était déjà un moment de sa carrière, voilà, très accompli et tout ça, avec essentiellement des questions. Essentiellement des questions. Et je me souviens même, on avait fait une lecture, la première lecture, donc c'était Éric Ruff qui jouait Hippolyte, moi je jouais Aricie, et donc on fait la lecture, et puis à la fin il dit, il y a vraiment une chose que je ne comprends pas du tout, c'est Hippolyte et Aricie. Je me dis, ah la vache, ok. Mais on va essayer de comprendre, mais là pour le moment, et donc cet aveu de recherche, c'est quelque chose, comment dire, qui m'est resté. Et maintenant, quand je croise des gens qui arrivent le premier jour avec énormément de conviction et de savoir et de voilà ce que je vais faire, voilà ce que je veux, j'ai toujours un petit doute parce que je trouvais ça fou d'être dans cette simplicité, c'est-à-dire intensité, mais simplicité de l'acte créatif, c'est-à-dire on va essayer de comprendre l'œuvre dans un premier temps, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, comment on a envie de le faire. Et donc moi je comprenais tout, je me sentais finalement pas, je me sentais très intimidée, mais j'avais l'impression que voilà, que d'être moins une gamine que ce que j'aurais pu imaginer en travaillant avec lui, quoi. Il y avait beaucoup de tendresse aussi. Cette mise en danger ou cette mise en abîme de lui-même face à un nouveau travail, Per Gun, par exemple, il dit qu'il avait lu 3 scènes, mais qu'il ne savait pas. Et que c'est au bout de la première journée de Per Gun, il a dit j'y vais, mais sans lire le reste de la pièce. Et ça, je trouve ça assez exemplaire. Il avait senti aussi, il y a beaucoup d'instinct. Oui, il y a aussi beaucoup d'instinct, évidemment, bien sûr. Mais il y a aussi cette façon de se mettre totalement en danger, c'est-à-dire se mettre sur un fil de funambule où on peut tomber d'un côté, on peut tomber de l'autre, mais il va falloir rester droit dessus et ne pas... Il le dit d'ailleurs dans une interview à propos de la fosse suivante, qu'on a retardé la première de 8 jours parce que on était le fil ne tenait pas, le fil la mayonnaise ne prenait pas, le spectacle n'était pas là, ne voulait pas naître, comme il dit. Et en 8 jours, ces 8 jours-là, finalement, le travail s'est cristallisé et a donné le spectacle. Je voulais juste revenir sur la notion de directeur de théâtre citoyen, puisqu'il avait travaillé essentiellement dans les théâtres nationaux. Et quand j'ai quitté, quand nous nous sommes séparés, presque comme une rupture amoureuse, moi j'ai travaillé dans le privé, par exemple. Et ça, c'est une chose qu'il n'a pas supporté pendant longtemps. Il trouvait, il n'y a pas une grande famille de théâtre. Il y a le théâtre public et il y a le théâtre privé, c'est-à-dire le théâtre à vocation culturelle, à la vocation d'animation de la société, et puis il y a le théâtre marchand des commerçants, etc. Et il a fini
quelques années. Et il m'en a beaucoup voulu d'aller jouer. Pourtant, j'ai joué... La première coproduction que j'ai jouée au théâtre privé, c'était une coproduction du théâtre de Nanterre et de Fernand Lombroso du théâtre Mogador. C'était Le Chemin solitaire d'Arthur Schnitzler. Bon, ça, il l'a mis. Et après, j'ai joué Le Partage du midi au théâtre de l'Atelier. C'était pas très déshonorant non plus, etc. Mais la grande famille du théâtre, pour lui, n'existait pas. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup souri en le voyant avancer dans le temps et dans sa carrière, de la façon dont il s'est beaucoup assoupli par rapport à ça, puisqu'il a aussi joué au théâtre de l'Atelier, dans différentes productions qui incluaient des productions privées. Vous avez travaillé plusieurs fois donc avec Chéreau. Quand Marina parlait de cette manière, oui, de travailler avec lui, d'être dirigé, est-ce que vous diriez par exemple que c'est quelqu'un qui avait confiance en l'acteur? Comment est-ce que les choses se faisaient à ce niveau-là? Parce que c'est quelque chose d'important, de particulier. Quand vous dites les gens arrivent avec beaucoup de conviction, c'est peut-être des gens qui font moins confiance à l'acteur. Quand on arrive avec beaucoup de questions, peut-être qu'aussi on laisse la porte ouverte. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense que... Enfin, je pense pas grand-chose, mais non, rien de définitif et tout ça. Mais les gens qu'il avait choisis, il les désirait vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de distribution de hasard. Les acteurs qu'il avait en face, je veux dire, il les aimait, il les voulait, il les désirait. Et donc même si parfois on avait l'impression d'être des guerriers ennemis sur un plateau à propos d'un personnage ou à propos d'une scène, c'était à la base de ça, de toute façon, un désir mutuel. Bien sûr, de la part de l'acteur, il était fondamental, mais du sien aussi. Et c'est ce chemin de désir mutuel, en fait, qui allait s'accomplir dans la recherche d'un personnage, dans la recherche d'un texte, dans la recherche d'un spectacle à naître. C'est vrai que moi, c'est différent. Je suis entièrement d'accord. J'ai toujours eu l'impression d'avoir été désirée quand même, ce qui était fou d'ailleurs à appréhender. Que pourquoi moi? C'est vrai. Il y avait quelque chose comme ça, mais moi, j'avais aucune connaissance. J'avais fait 2 spectacles dans ma vie. Et donc, j'avais l'impression aussi d'être avec quelqu'un qui m'apprenait des choses. Et il en avait parfaitement conscience. Il y avait un aspect pédagogique dans sa manière d'être, en tout cas avec moi, tel que je l'ai ressenti, qu'il n'y avait pas forcément avec les autres. Mais l'extrait que tu as choisi d'ailleurs... oui, qu'on va découvrir jeudi. Ouais. Oui, qu'on a découvert. C'était assez inhabituel, cette façon de te diriger comme ça, à la béquille, à l'intonation, au mot près, reprends, refais, ceci. Oui, très très proche. Je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas aussi... en même temps, on sent qu'il y a quelque chose chez vous qui a éclos. Mais on pourrait aussi, quand on voit cet extrait, se dire, il y a une manière de vous essorer, quoi, aussi, qui est il avait comme ça assez incroyable. Cette proximité de l'acteur, il l'avait, mais il parlait pas. Ce qui m'a beaucoup étonné en voyant l'extrait, c'est qu'il verbalisait. Alors que moi, quand je l'ai fréquenté comme acteur, je dirais, il était tout près, mais il disait rien. Il faisait des gestes avec les mains, avec ses on a l'impression d'un chef d'orchestre quand même. L'utilisation des mains est incroyable. Il envoyait, il dirigeait les mouvements comme ça. Oui. Et c'était puis ses mains étaient quand même très très importantes dans son personnage. Et ça m'a beaucoup surpris. Mais on a l'impression vraiment des moments de rythme même, de distribuer les voix. Il y a quelque chose d'assez musical, je trouve. Mais de le voir diriger cette scène-là sur Aricie, où du coup il y avait cette même pression généreuse d'accoucheur. Mais il y avait des mots.
Oui, puis il y avait même, mais je sais pas, c'est comme peut-être avec le temps, il y a eu un peu de plaisir, de sa propre maîtrise. J'avais l'impression pendant Phèdre, par rapport après à tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, etc., qu'il y avait quelque chose il arrivait à avoir vraiment du plaisir dans l'exercice de son art, avec l'expérience qu'il avait, et le temps certainement avait permis cette chose-là, et il avait des moments simples de partage, de joie de ce partage-là, et je peux très bien imaginer que ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire le contraire aussi. Et à la fois je serais surprise par exemple quand ces derniers temps ont été évoqués beaucoup l'école des amandiers, etc. Quelque part, je ne suis pas surprise de ce que j'ai vu, et en même temps, c'est comme de ce que vous disiez au tout début, c'est un autre Patrice, mais l'évolution a du sens en fait. Et c'est vrai que c'est tombé sur moi, mais alors moi j'ai été, c'était du baume tout le temps. C'était une manière de me rassurer, de me redire les choses pour pas que je les oublie, pour pas que je sois trop stressée, pour pas que il y avait vraiment un soin. Et j'avais envie d'en parler parce que c'est vrai qu'on parle surtout dans son rapport aux jeunes acteurs, jeunes actrices, très jeunes, je veux dire, on a parlé de choses plus brutales qui ont existé, mais moi je n'ai pas connu ça du tout. Moi, j'ai connu quelque chose effectivement de plus mûr, je pense, de plus aguerri, et puis une envie, il avait envie de me faire rire, il me faisait des blagues, quoi. Enfin, il y avait un truc, mais qui était tout le temps très doux, tout le temps, voilà. Et cette évolution, je trouve qu'on l'a dans le film de documentaire d'Arte qui est consacré. On sent aussi cette évolution même dans les interviews. Au début, il est très enfantin, très innocent, très désireux d'être plus juste de cette complication qu'il sent en lui-même pour parler de son théâtre et de son rapport au théâtre, aux acteurs, au texte, au décor, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, on sent justement cette rassurance qu'il prend petit à petit dans la façon de verbaliser, d'expliquer son travail. Vous, Clément, vous diriez que quelle est l'émotion vous avez de l'envie, du désir, du regret? Il y a par exemple la publication là du 5e tome de ses notes de travail. Alors vous disiez il avait peu écrit, contrairement à d'autres sur sa manière de travailler, peut-être peu écrit en conscience, c'est-à-dire l'idée d'expliquer comment il voulait travailler. Pour autant, il y avait des notes et des feuilles A4 par centaines, et quand on en a, moi j'en ai entendu plusieurs extraits, on a l'impression de voir la pensée en marche. Est-ce que ça, par exemple, c'est une manière de combler peut-être encore une envie que vous pourriez avoir, vous qui donc avez ce regard-là aujourd'hui de contrepoint par rapport, par exemple, à Marina et à Didier? Je sais pas, ça pourrait. J'ai pas vu ces feuilles. Par exemple. Non. Ah oui, je pense que c'est intéressant. Il y a le 5e tome est sorti. Moi, j'ai toujours cette curiosité dès que je peux. C'est pour ça que je suis aussi content d'être là aujourd'hui. J'étais content d'être invité. J'avais toqué à la porte pour être invité. Parce que quand j'ai appris qu'il y avait ça, c'est vrai que j'avais dit, mais bon, il va y avoir ça. Mais moi, si je pouvais juste être là, ce sera où? Est-ce que je peux même, moi, je voulais bien apporter le café pour les gens, quoi. Mais si j'aurais aimé être là dans la salle. Et puis, Eric m'a proposé de prendre cette place-là. Mais moi, je suis toujours, je suis très content d'entendre plein de choses que j'ignore. Mais il faut dire que Clément, il a écrit un texte, donc, qu'il a dit, dans l'hommage qui sera diffusé jeudi. Oui. Un texte exceptionnel, de ce que c'est que d'être comme un témoin. Un témoin comme ça de quelqu'un qui a compté. Et de quelqu'un qui l'a marqué lui et qui a marqué les gens autour de lui. Et c'était incroyable, je me disais, c'est fou, un hommage, tu sais, où il y a quelqu'un qui n'a jamais rencontré la personne qui vient parler. L'idée d'Éric, hein. Il n'y a que pour Patrice qu'il y a ce genre de choses. Mais c'est vrai que cette idée, je la trouvais tellement belle, et puis ça racontait quelque chose de la transmission, de la trace en fait que quelqu'un laisse. Mais oui, puis c'est vrai que ce texte, je sais pas, mais en tout cas moi ça s'est fait comme ça.
Ouais. Et j'avais les trucs qui me revenaient de ce que lui avait raconté son père. Je me disais, mais pourquoi je me souviens de ça? Ouais. Et c'est vrai que j'ai ce truc-là où j'ai vraiment, à chaque fois, sur les pièces que j'ai vues, je parlais de l'intensité, oui. Où je me disais, mais vraiment, comment on fait ces acteurs pour, entre guillemets, pour survivre à ça? Enfin, parce que je les vois à chaque fois que j'ai des images. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être le moment où il y a la caméra aussi dans la salle à ce moment-là? Ou alors, mais sur les spectacles entiers, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a la caméra qu'on est meilleur, on le sait bien. Ou qu'on est plus porté, on a envie de l'être. On l'est pas forcément. Et moi, à chaque fois que j'ai vu des choses, j'ai l'impression qu'il y a je parle de cette tension souvent, mais une forme d'urgence. Vous savez, comme il y a ces moments où on sent, je sais pas comment le dire autrement que par des choses physiques, où on sent que il y a quelque chose de très fort qui nous traverse, mais qu'on sent dans tout le corps. Je sais pas comment dire. Oui, même une manière de respirer, quoi. en fait, de respirer en accord avec le spectacle, qui modifie aussi des choses de souffle. Qui est quelque chose, quand ça nous arrive dans la vie, on n'a pas non plus envie que ça dure 1h30. et en fait, là, c'est ça que je vois après très souvent. Enfin, en tout cas, c'est ces images-là qui me restent de son travail tout le temps. Donc c'est vrai que ça m'a. Il y a des répétitions où on n'avait pas envie que ça dure toute la vie. Hein. Non, mais moi, à l'époque des paravents, la fois suivante, cette période de Nanterre, là, qui était un peu compliquée, difficile, tendue. C'est le début des années 80. Oui. Ouais. 82, 83, 4, 5, 6. Ouais. Je disais que fallait accepter de passer dans la moulinette, quoi. Il y avait une forme de moulinette dans laquelle il fallait consentir de passer. Mais on savait qu'on était mieux plus grand. C'est-à-dire, je crois que le hachis était non, mais non, mais c'est ce qui permet de se laisser hacher. Non, mais c'est sûr que on pouvait en souffrir profondément, enfin, d'être très perturbé par ça. Mais en même temps, on savait, enfin, moi, je savais que mon consentement était lié parce que il m'aidait à devenir un artiste. Pas seulement un acteur, mais un artiste. Cette exigence qu'il avait et qui pouvait être torturante, blessante, humiliante, augmentant la conscience de sa propre nullité, disons, à laquelle il fallait quand même vivre et rentrer chez soi et continuer. Et je savais qu'on en sortait grandi si on consentait. J'avais cette intuition-là. Et c'est vrai que dans les spectacles de Patrice, où il y avait beaucoup de monde, il y avait des acteurs qui disparaissaient, qu'on ne voyait pas. Parce que les contre-jours, parce que les atmosphères crépusculaires, parce que, etc. Il y avait les costumes sombres, noirs, les grands manteaux, les valises, les choses comme ça. Et il y avait des acteurs, au contraire, qui portaient cette poésie très singulière. Oui, la lumière, fait partie des choses que je voulais vous demander, de cette manière d'être éclairé dans ces mises en scène, de la même façon qui parlait beaucoup des lignes obliques, de pas être dans un rapport comme ça frontal, toujours déplacer quelque chose, toujours chercher en fait la tangente, le biais. Il y a des lumières qui viennent lécher les choses sur Phèdre, par exemple. Les lumières sont quand même très voilà, Dominique Bruguière, exactement. Manière d'éclairer, peut-être de temps en temps même d'enfermer en fait dans une poursuite. L'acteur, tout est très 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 construit. Très, oui. Je sais pas, à ton époque, moi j'ai travaillé qu'une seule fois avec C'était André Dio, tu vois, c'est André Dio qui venait du cinéma et qui a apporté les HMI, enfin, ces espèces de grandes casseroles de lumière bleue, etc. Mais il participait très intensément à la construction de la lumière. Il avait besoin d'un technicien. Pour la fois suivante, il y a eu des innovations de circulation de projecteurs. Vous allez le voir bientôt. Des projecteurs qui circulaient tout seuls. On voyait des rayons de lumière se déplacer comme ça. C'était absolument magnifique. Mais après André Dio, il y a eu Dominique Bruguière, Daniel Delannoy, mais malheureusement qui est décédé.
mais il participait activement, de la même façon que Richard Peduzzi. Quand il dit qu'il aimait être chef d'équipe plus que metteur en scène, c'était ça, c'est-à-dire que son décorateur, son éclairagiste, le costumier, le faiseur de son, André Serré à l'époque, je dirais, était vraiment extrêmement important. Il était chef de cette équipe-là. Mais c'est vrai ce que vous dites sur le côté chef d'orchestre et je dirais même chorégraphe. Moi, j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je travaillais autant avec mon corps, en fait, et de manière très pulsionnelle, c'est-à-dire avec des appuis de son, des appuis de lumière. Après, c'est des choses que j'ai connues par la suite, par exemple avec Ivo Vanhove, qui adore Patrice dans le Tartuffe. Il y a comme ça des metteurs en scène qui travaillent avec leur équipe dès le départ et puis qui construisent, et ça donne des appuis pour nous très forts. La poursuite, la musique aussi. C'est très important, la musique, pour Patrice. Et c'est vrai que moi, ma culture musicale, elle était très pop, elle était... et qu'il m'a fait découvrir Jeff Buckley, par exemple, je connaissais pas à l'époque. Qu'il faisait écouter comme ça des titres de Prince complètement, enfin, d'albums... que je connaissais pas. Il était tout le temps entre l'opéra, Patti Smith. Il y avait une culture incroyable. Oui. Et Marianne Faithfull aussi. Et donc cette espèce de mélange comme ça. Et donc il avait sa propre orchestration, je trouve, à la fois quelque chose de très opératique et en même temps de très romantique, adolescent aussi. Je trouve qu'il y a une chose aussi proche de la déchirure, en tout cas du chaos de cette époque aussi. Oui. De la vie. Il aimait bien aussi Donna Summer, oui, voilà. Julio Iglesias, oui, et José il y a un mélange. Il adorait tortiller de temps en temps sur... c'est vrai. Non mais... Parce que c'est aussi quelqu'un qui avait besoin de se détendre. Et qui aimait aussi la légèreté, le rire, la déconnade, entre copains, entre potes, entre bandes. Ouais. Oui, bah c'est vraiment cette idée de troupe de corps, ceux qui font le spectacle sur scène, en coulisses, d'être cette famille du grand théâtre qui n'existe pas, mais en tout cas autour de Chéreau qui existait vraiment, parce qu'on voit en plus tous ces fils tissés de fidélité. C'était une époque aussi, il y avait la bande à Chéreau, la bande à Vitesse, la bande à Sopel, la bande à Vincent. Le théâtre fonctionnait aussi beaucoup par bande. Vous avez parlé de Richard Peduzzi. Moi, c'est vrai que ce que je trouvais intéressant dans leur manière de travailler à tous les deux, c'est que Peduzzi raconte très bien que quand il se mettait à un nouvel ouvrage, que ce soit de l'opéra, du théâtre, Richard Peduzzi faisait son premier cheminement tout seul. Pas guidé par la première idée qu'aurait eu Chéreau de son côté. Il cheminait seul avec l'œuvre, à sa manière déjà. Il s'y confrontait. Et ensuite, ils mettaient ensemble, etc. Et je me demandais si jamais il y avait ça aussi avec l'acteur. C'est-à-dire, l'acteur a fait son chemin et c'était aussi poser la question de l'écoute. Alors, là, je dirais que c'est vraiment pas pareil. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Non, parce que dans le sens, les acteurs, le rapport à l'acteur, il avait toujours le sentiment qu'il fallait déconstruire l'acteur. Qu'il fallait d'abord le démolir pour reconstruire dans sa vision, dans son esthétique, dans ce qu'il attendait de l'acteur, et qui était parfois, il pouvait avoir le sentiment que nous-mêmes, par notre pratique, on pouvait être déformés, défigurés, détournés d'un centre, du noyau qui l'intéressait et qu'il voulait toucher. C'est ça, quand je dis que ça pouvait être douloureux, que l'histoire de la moulinette, etc., c'était cette espèce de dépouillement, d'effacement de ce qui avait eu lieu avant lui, ou sur lequel on s'était reposé dans notre vie d'acteur, de jeune acteur, comme ça, pour essayer de reconstruire quelque chose qui soit plus personnel, plus proche
des brûlures, de ses propres abîmes, comme ça. Il allait assez loin dans ce genre de choses. Et dans Peer Gynt, c'est vrai comme on jouait tous, à part Peer Gynt et Oz, on jouait tous plusieurs personnages, qu'on traversait à la fois des compositions, un asile de fous, la mort, le Lucifer, etc. Je veux dire, on composait énormément de choses. C'est qu'il y avait de quoi... il y avait de quoi remuer, là. Oui. il y avait de quoi agiter les acteurs. Oui, mais d'ailleurs, moi, je l'ai entendu dire à un moment dans une interview, avec l'acteur, il faut faire attention, on est toujours au bord de la gaffe, parce qu'il met dans son jeu beaucoup de secrets. Et donc, tous ces secrets-là, moi, je les connais pas. Et donc, je pousse, mais je suis toujours au bord de la gaffe, disait-il. Oui, c'est vrai. Enfin, des fois, il n'était pas au bord. Il était dedans. Enfin, la gaffe, il était dans le... C'était un combattant vis-à-vis de l'acteur. Je veux dire, c'est vrai qu'il était guerrier, et qu'il demandait. Il avait horreur des acteurs dociles, par exemple, des acteurs qui faisaient immédiatement ou qui croyaient répondre à l'indication qu'il donnait. Ça l'énervait, ça le rendrait furieux. Ça veut dire qu'il s'était mal exprimé. Il aimait ce corps à corps, justement, de l'acteur pour arriver à trouver un terrain où lui soit en découverte et en même temps qu'il mette l'acteur en découverte de quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qu'il n'avait pas imaginé. Oui, c'est-à-dire une manière de chercher à provoquer l'imaginaire de l'acteur. Ouais, moi j'ai des souvenirs, alors évidemment c'est mon souvenir... Moi, j'avais l'impression qu'il parlait toujours avec les acteurs. Il racontait l'histoire, en fait, tout le temps. Il re-racontait l'histoire. Et au bout d'un moment, l'acteur devenait vraiment le personnage, quoi. C'est-à-dire, il disait tu. Ça, moi, je le vois avec Dominique. Oui. Et à force d'être dans cette proximité, il disait, tu vois, à ce moment-là, elle s'assoit et à ce moment-là, elle réfléchit. Non, et là, tu prends le temps. Elle prend le temps. Et au bout d'un moment, le elle le tue. Ça devenait vraiment comme s'il accompagnait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, j'ai vu beaucoup de fluidité dans la mise en scène de fait. C'était fou et il faisait beaucoup avec les énergies des uns et des autres. Et il y avait, et c'était beaucoup dans l'intime, beaucoup dans le secret aussi des personnages, mais aussi des acteurs. Enfin, il y avait quelque chose de très de ludique dans le fait de donner envie à l'acteur d'être vraiment totalement ce personnage et d'avoir cette petite pointe de jeu, de plaisir comme ça, de lumière à jouer une situation aussi tragique soit-elle. Et puis je me rappelle aussi évidemment Dominique Blanc, mais de Michel Duchossois qui faisait le grand récit de Théramène à la fin. Et Michel parlait assez bas. Et la première fois qu'il a commencé un peu à le travailler et tout ça, il y a quasiment pas touché. Donc je pense que il était aussi capable, et c'était bouleversant. Enfin, c'était un moment incroyable parce que c'était un moment suspendu comme ça. Et Michel entrait et voilà, vous verrez quand la captation. Mais c'est un moment de théâtre presque. On n'est plus au théâtre. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qui se dit difficilement. Et je pense que c'est aussi toute son expérience du cinéma qui est rentrée, je pense, dans la direction. C'est-à-dire que voilà, il crée beaucoup d'intimité aussi. Il savait faire des plans serrés, en fait, sur la scène. Moi, de mon temps, si j'ose dire, il n'avait fait que L'Homme blessé. Oui, mais je pense que c'est ça. Il préparait la Reine Margot de façon active, mais il n'avait fait que ce film-là, qui est un film sur le silence aussi, beaucoup. Et tout ce que tu racontes, je reconnais exactement la relation qu'il a à l'acteur, sauf que chez nous, à cette époque-là, c'était muet. C'était, ou alors c'était dans, tu vois, il faudrait que ce soit un peu plus... il verbalisait pas de façon intelligible. Avec des histoires, comme tu racontes, il faudrait que ce soit un peu moins... ou tu vois, un peu plus, je sais pas comment te dire, il faudrait que ce soit, tu vois, et tu rentrais chez toi dans un état d'angoisse.
tu vois, il faudrait un peu plus ceci, un peu moins cela, etc. Mais où, comment, lorsque comment, c'est finalement, on procède par élimination dans par élimination, ouais. Ça n'allait jamais. Ouais. Tu recommences. Non, c'est pas ça. Non, recommence, reprends. Encore. Non. Au bout d'un moment, tu le veux comme, je sais pas, dis-moi comment il faut le dire. Ça, tu sais plus, tu es perdu. Et puis après, c'est un long chemin. Bon, c'est la nuit, ça travaille la nuit, ça dort, ça se repose, ça reprend, et puis on avance. Oui, mais ce que vous disiez aussi dans cette manière de toujours remettre en fait à zéro, de toujours se placer dans quelque chose où on se dit qu'on va essayer autre chose, qu'on va découvrir autre chose, c'est peut-être aussi une manière de travailler où il savait ce qu'il ne voulait pas forcément le chemin final. Oui, mais absolument. C'est une autre manière de construire. Oui, absolument. Oui, c'est très bien défini. Finalement, la conclusion est juste. Il y a eu un reportage sur la création de la solitude des champs de coton. On peut le trouver en vidéo, la solitude des champs de coton. Enfin, on peut, si on a de la chance. Ouais. Donc sur la création, donc où lui ne joue pas. Et sur la si, je crois que c'est celui où il joue. Je crois que c'est sur la 3e édition, non? Non. Oui, mais c'est avec Laurent Mallet encore. C'est avec Laurent Mallet ou avec Pascal? C'est avec Pascal. Oui, alors c'est la dernière version. C'est la dernière version et on le voit effectivement. Ah oui, la création de la dernière version. Je pensais que c'était pour ça. Oui, de la 3e version de la solitude des champs de coton dans laquelle il jouait avec Pascal Grégory. Oui, tout à fait. Et où effectivement il avait l'air. Et moi je voyais ça, j'étais un peu pétrifié en me disant mais c'est effectivement il était dur. Et puis avec toujours cette chose, enfin moi que j'ai vu plus souvent chez lui, c'est quelque chose où il affirme très fort, notamment aussi des points de vue sur l'art, sur le théâtre, et où je me disais waouh, en face faut être solide quand même pour bosser avec lui quoi, parce que c'était effectivement maintenant que tu le dis avec ces mots-là, je me dis oui, c'était certainement ça où fallait enlever, c'était non, ça je sais que c'est pas ça, etc. Puis avec le fait qu'il ait déjà monté 2 fois devait aussi rendre ça d'autant plus fort et puissant que il avait cette envie-là. Puis c'était un auteur en plus qui connaissait très bien, c'était Coltès. Donc il y avait cette puissance-là qui était déjà dans chaque instant des répètes, en tout cas ceux qu'on voit filmer, et qui était dans chaque instant quelque chose de et puis là il y a dans la langue de Coltès déjà. Voilà, et puis là il y a la danse, Marina, cette espèce de moment où il danse avec Pascal Grégory, c'est une beauté incroyable. Vous avez évoqué le silence, qui est, c'est vrai, quelque chose de majeur, de la même manière que le vide aussi. De la même manière que... Le vide dans ce livre. Oui, voilà. oui. Le sens de l'espace, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est plus on en parle, là, plus je me dis ce que tu disais, Didier, au départ, sur la prise de risque, la mise en danger. J'ai l'impression qu'il y avait et c'est là où on peut avoir effectivement, quand on l'a côtoyé ou quand on a travaillé avec lui, avoir l'impression qu'on a, à un moment donné, on s'est posé la question de, effectivement, est-ce que peut-être c'est ça être un artiste? Et c'est la différence avec juste être un acteur. Je dis pas que, voilà, mais que lui, c'est être en permanence sur ce fil, de recherche, et c'est-à-dire qui pourrait créer l'accident fatal, mais qui pourrait créer aussi l'éclair de génie, quoi. Et d'avoir l'adrénaline de ça, d'une chose qui va... C'est une question de désir aussi. Je pense, et puis c'est comme une vocation, je dirais. J'avais l'impression tout le temps que c'était plus fort que lui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'a jamais l'impression qu'il est en train de lui de se pousser Bien sûr, il peut rigoler là-dessus, mais moi je me rappelle par exemple que sur Phèdre, c'est la première fois que je voyais ça. À un moment, il trouvait pas avec Christiane Coendi et Dominique pour une entrée, etc. Et donc il est tout le temps debout d'abord. Il est jamais assis, hein. Donc toute la journée. Donc il était là comme ça, il marchait, il est là, excusez-moi, je suis désolée, je trouve pas, ça je me disais, mais c'est en fait... Et donc il y avait les deux actrices qui le regardaient, elles disaient non, Patrice, est-ce que tu veux que je rentre par là, Il était en train de s'excuser de ne pas avoir attrapé comme ça l'idée alors que la plupart du temps pas la plupart du temps, mais c'était la première fois que je voyais un metteur en scène vraiment se sentant coupable, et ça rejoint ce que tu dis sur la responsabilité, quoi, d'être face à ce moment comme ça, à ce vide, à ce rien, à ce comment on va.
de se prendre. Et c'est pour ça que je parle de vocation, parce que il s'est pas rendu la vie facile, je pense, cet homme. Non, mais en t'écoutant, je pense aussi cette exigence d'artiste. Je pense au fait qu'il a vécu avec des peintres, parce que ses parents étaient peintres, et que le chemin des peintres, là j'ai vu l'exposition de Nicolas de Staël ou de Rothko, c'était ou Giacometti aussi, qui est resté 10 ans sans savoir exactement ce qu'il allait produire. Cette espèce d'exigence je pense qu'il se sentait très proche, ou si son père n'a pas été un peintre reconnu, avec du succès et des grandes expositions. Donc il a vu son père meurtri aussi. La solitude aussi. La solitude, Quand on parle aussi de l'équipe, de la bande, de la famille, c'est aussi une réponse à cette solitude. Oui, il le dit je crois dans un interview que être acteur pour lui et faire du théâtre, c'était échapper à la solitude qu'il avait vue chez son père. En tout cas, l'exigence qu'un artiste, qu'un peintre ou un sculpteur peut avoir vis-à-vis de son œuvre, c'est ça qu'il réclamait, qu'il essayait de mettre en œuvre au théâtre, sur le théâtre, avec ses collaborateurs, que ce soit Richard ou les acteurs, la lumière, les costumes, etc. Oui, tout à fait. De toute façon, on a le sentiment qu'en effet, ce rapport à la peinture, il est là tout le temps, parce que c'est aussi dans la manière de travailler, ce peintre qui prépare sa toile et qui ensuite va jeter dessus autre chose. Ça peut aussi être une métaphore du travail, j'imagine, de l'acteur d'ailleurs, comme du metteur en scène. C'est-à-dire qu'on prépare, on connaît son texte, et puis après on le met dans son corps, on y jette autre chose. Les surprises peuvent advenir. Enfin, lui m'a appris ça. Personne d'autre ne m'avait prévenu, si j'ose dire, avant qu'on pouvait aller vers ce chemin-là, même si Tania Balachova était une grande pédagogue. Mais enfin, Patrice a réclamé quelque chose de plus aux acteurs. Oui, de plus. Ouais, c'est ça. Et qui fait qu'il est tout sauf absent, on l'entend bien ce soir. Ouais. Mais je pense que c'est signe de bonne santé. Parce que comme c'est quelqu'un qui avait une éthique, comme tu dis, et aussi au-delà de son œuvre à lui, mais une manière il avait envie que ça résonne, quoi, cette manière de s'engager pour l'art du théâtre, l'art de la mise en scène. Il avait envie aussi, je crois, que ce ne soit pas complètement confidentiel. Je pense qu'il avait envie de cette transmission, parce que c'est vrai que dans les interviews qu'on voit vers la fin, il y a une manière de transmettre qui est très lumineuse. Et donc je me dis c'est bien, ça réveille, quoi. Enfin, c'est-à-dire, oui, le titre de son livre là, j'y arriverai un jour. J'y arriverai un jour. J'y arriverai un jour. Il y a 2-3 choses sur lesquelles il est arrivé. Bah ouais, c'est ça. Il y était déjà arrivé en plus au moment où le livre a été écrit. Bien sûr. Et cette énergie-là, elle est très précieuse. Ouais. Eh bien, on va découvrir cet hommage, donc, diffusé jeudi à 20h30, qui est une sorte de kaléidoscope de Patrice Chéreau. C'était aussi la vocation de montrer toutes ces facettes. Vous y êtes tous les trois, et puis il y a aussi, je le redis, Éric Ruff, Clément Hervieux-Léger et Dominique Blanc. Et puis également, et c'est important de vous le dire, donc la diffusion de la fosse suivante, le 16 novembre à 20h30, et de Phèdre le 4 janvier à 20h30, et je crois qu'il n'y a pas de replay, comme on dit en bon français. Donc si vous n'êtes pas branché le 16 à 20h30 ou le 4 janvier à 20h30, c'est fini. Voilà, comme ça le message est extrêmement clair. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus là, et évidemment à l'équipe de Choc, Zélie d'Allemagne et Andrea Villechange. On se retrouve lundi prochain 19h. D'ici là, très bonne semaine à tous.